Bonjour tout le monde, je vais me présenter, je suis Mathieu de DigDash. J'ai rejoint la compagnie il y a à peu près un an en tant que consultant et aujourd'hui je voulais vous présenter le tableau Covid-19 pour le monde que j'ai réalisé. Alors, juste un peu de background sur ça, je vais vous expliquer pas mal de choses, c'est-à-dire déjà pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce dashboard, quelles ont été les sources de données qui ont été utilisées, comment est-ce qu'on peut comprendre ces sources de données, qu'est-ce qu'on peut voir du coup avec ce tableau de bord, comment est-ce qu'on a pu normaliser tout ça avec DigDash, et j'ai aussi voir pourquoi est-ce que j'ai utilisé DigDash. Un peu plus de contexte sur moi, donc je suis un data analyst qui travaillait avant sur l'algorithmie, la prédiction et la découverte de trends et patterns chez Facebook, c'est-à-dire que j'essaie de découvrir voilà, les clusters de personnes, de mauvais acteurs, par exemple de pédophiles ou ce genre de choses. Donc j'ai un esprit assez analytique et c'est pour ça que quand le Covid-19 est apparu, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec les données et c'est pour ça que j'ai décidé de voir ce qu'on pouvait faire. Rapidement, juste voilà à quoi ressemble le tableau de bord d'IGDASH pour le monde. Il y a pas mal de choses, pas mal d'onglets, on va voir ça ensemble. Euh, vous devez d'abord savoir que ce tableau de bord est public, c'est-à-dire que vous tous, vous pouvez déjà y accéder. Je redonnerai le lien directement dans la présentation et je vous le renverrai après si besoin. Mais tout ça est public. Alors, du coup, besoin. Pourquoi est-ce que ce tableau de bord a été réalisé? Il existe déjà pas mal de tableaux de bord qui ont été faits dans le monde. On pense déjà à celui de l'ArcGIS en haut à gauche, je crois que tout le monde le connaît, celui-là, c'est un des premiers à être sorti, qui s'appuie sur les données de Johns Hopkins, qui sont des données publiques aussi, les mêmes que j'ai utilisées au final. Et au final, après l'avoir regardé, il me manquait quand même pas mal d'informations pour essayer de comparer les pays, pour essayer de comprendre ce qui se passait pour la France spécifiquement, parce que c'est ça qui m'intéressait, voir la progression, est-ce que les courbes étaient en train de s'infléchir ou pas. Je voulais aussi normaliser par rapport à un certain nombre de données, je ne pouvais absolument pas le faire. Donc, ce tableau de bord ne me servait pas vraiment. Pareil pour celui de droite, c'est un tableau de bord qu'on a trouvé sur le net. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait la réponse à mes questions, mais au final, la navigation était assez basique. Il était très joli, par contre, de très belles animations. Mais si je voulais aller moins en détail et essayer de comprendre la situation mondiale, il avait pas mal de limites au final. Par contre, j'ai vu des choses assez intéressantes dans des articles parfois de journaux ou à la télé aussi, sauf que c'était à chaque fois des screenshots qu'on me montrait, ce n'était jamais vraiment complet. Il me manquait quelques petites informations pour mettre tout ça en contexte. Et bien évidemment, comme ce sont des screenshots, je ne pouvais jamais aller voir la source des données, comprendre comment ça avait été fait. Et du coup, les limitations étaient toujours en place. Du coup, je voulais avoir un modèle qui soit accessible à tous et qui permette de raconter exactement l'histoire qu'on veut pouvoir suivre. Alors, la source de données. La source de données, c'est tout simplement Johns Hopkins. Je pense que vous en entendez parler depuis le début. Johns Hopkins est un institut aux États-Unis qui se sert de pas mal de sources et de croisements de sources pour essayer de faire une base de données assez complète du nombre de décès, de rétablis et d'infectés dans le monde. Alors, il se sert par exemple des chiffres du CDC ou l'Organisation mondiale de la santé, ou en anglais. Il essaye de regarder pas mal d'autres choses, essaye de tout mettre dans des données. Par contre, ce sont des données brutes et ce sont toujours des données publiques dans le sens où ils prennent les données les données qui ont été reportées par des pays. D'accord. Ils n'essayent jamais de se dire, voilà, si un pays ment, ils ne vont pas essayer de regarder, OK, est-ce que le pays ment? Ils disent, non, le pays officiellement reporte ça, alors je vais utiliser cette source de données. C'est vraiment à garder en tête pour essayer de comprendre le tableau de bord après. Donc, on va essayer de comprendre la source. Là, à droite, vous avez une capture d'écran de la source de données brute des décès de Johns Hopkins, en sachant que chaque jour, ils vont ajouter une colonne avec la date pour ajouter le nombre total d'infectés, de décédés ou de rétablis. Donc, ça se base sur les chiffres officiels des pays. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays qui sont jugés indignes de confiance par plusieurs organismes de presse. Donc, il faut faire très attention quand on regarde les données pour ces pays. La méthode de collecte collecte de données est la même pour tout le monde, c'est-à-dire qu'ils prennent les sources officielles, mais par contre, chaque source officielle a différents moyens de collecter ces données. Par exemple, si on prend le nombre d'infectés pour les différents pays, on se rend compte que la France, par exemple, ne fait pas tellement de tests au final, capte le nombre de tests tous les jours, il ne va tester que les personnes dont on est quasiment sûr qu'ils ont le virus dans la plupart des cas. D'autres pays, eux, par contre, lancent des tests massifs, des dizaines et des dizaines de milliers de tests par jour. Du coup, on peut se dire qu'avec ce qu'on a ici, faire des ratios d'infectés sur mort ou par population ne marche pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut toujours être très précautionneux avec ce genre d'informations. Au final, de ce qu'on a vu avec d'autres data analystes, d'autres compagnies, parce que je n'ai pas été le seul à travailler dessus, j'ai pris d'autres experts pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire, on s'est dit que seules les sources de décès pour quelques pays d'Europe et les États-Unis pouvaient être vraiment comparables. On verra plus tard ce que ça donne.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé Digdash? La raison est simple, je vous remets la source de données ici. Si vous vous y connaissez un petit peu en source de données, c'est pas du tout comme ça que ça devrait être. Ça, c'est un genre de tableau croisé, les chiffres sont bruts, le nombre total de X, c'est-à-dire de décès confirmés, rétablis par jour qui s'incrémente. Ça ne donne pas vraiment grand-chose, il y a pas mal de retravail derrière pour pouvoir s'en servir, de retravail manuel. Comme tous les jours, il y a un nouveau fichier qui sort, il faudrait refaire ce travail tous les jours. Ensuite, il faudrait normaliser les sources de données pour qu'on puisse les comprendre, faire pas mal de calculs. J'ai hésité en me demandant quel outil prendre. Au final, je travaillais chez Digdash, je connaissais l'outil et en fait, Digdash m'a permis d'automatiser absolument tous les traitements, d'aller assez vite dans tout ce que je pouvais faire, d'extraire les données comme je le voulais, de faire les modifications, les additions que je voulais, de voir des chiffres quotidiens, chose qui n'était pas possible là directement, et surtout de normaliser, on va voir ça après, vraiment en quelques clics. Et c'est pour ça que du coup, ben, j'ai choisi Digdash. Alors, la normalisation par la date. Avant de commencer par là, on va déjà faire un tour sur le dashboard en tant que tel. Donc le voici pour le monde. Les indicateurs, on va commencer en cumul, qui sont les indicateurs donnés par John Hopkins de base, nous permettent de suivre, par exemple, le nombre de décès, de rétablis ou de confirmés pour tous les pays du monde. Par défaut, j'en ai choisi 6, qui sont les 6 pays en général les plus représentatifs au point de vue de la France, pour un référentiel français pour nous, c'est-à-dire que généralement, en France, on va se comparer à l'Espagne, qui semble assez touchée, à l'Italie, bien évidemment, le Royaume-Uni à sa période en ce moment avec Boris Johnson qui a été infecté où tout commence à monter, et l'Allemagne a aussi souvent été citée en exemple comme un des pays qui s'en sortait le mieux, et du coup, je voulais vérifier, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Et bien évidemment, j'ai mis les États-Unis parce que tout le monde parle en ce moment de la gestion de crise des États-Unis. Donc tout ça est changeable ici. On peut changer les filtres. Alors, dans les graphiques, j'ai limité à 6 pays maximum parce que sinon, il y a beaucoup trop de courbes. On peut très bien enlever quelque chose, l'Espagne, et rajouter un autre pays comme la Belgique, pourquoi pas, si on pense que c'est important, et suivre tout ce qui se passe ici. Alors, de base, on a simplement le nombre de décès total par pays, comme présenté dans toutes les sources de données qu'on voit un peu partout. On peut changer ça pour avoir les décès globaux dans le monde. Donc là, on voit qu'à la date d'hier, on était à plus de 200 000. On peut suivre tout ça par pays. Le problème qu'on a ici, c'est que, alors c'est une belle courbe, ça nous permet de voir quel pays est en train de grimper ou de ne pas grimper. Par contre, il y a un problème de normalisation, c'est-à-dire que tous les pays n'ont pas été infectés de la même façon au même moment. C'est là que vient ici la normalisation en bas, qui est le décès par pays, où on peut avoir par établi ou par confirmé, on peut changer en cliquant sur ces boutons, mais normalisé depuis la 100e mort. Ici, au jour 1, on voit quand est-ce que les pays ont atteint leur premier 100 morts. Et de là, on peut voir comment chaque pays a réussi à tirer son épingle du jeu. D'accord, on part tous au même moment, 100 morts, et comment ça augmente. On voit par exemple que les États-Unis, depuis leur 100e mort, sont maintenant à 54 000 morts, alors que la France, depuis leur 100e mort, est à 22 000 morts. Tout de suite dans votre tête, vous devez vous dire, attention, ce n'est pas comparable, on devrait comparer ça par habitant dans chaque pays, et c'est vrai, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, on a un onglet pour voir ça, mais ça nous permet quand même de voir des progressions assez similaires. On peut voir que l'Allemagne, depuis son 100e mort, s'en tire vraiment bien. D'accord, on voit ici que l'Allemagne, on est à 5000 morts pour l'instant, ils en sont à 35 jours depuis leur 100e mort. Et par rapport aux autres pays, comme la France ou l'Italie, eh ben, ils s'en sortent plutôt pas mal. On verra avec ce tableau de bord si on peut peut-être essayer de comprendre comment. Donc, première chose, nous allons normaliser par un nombre commun de décès ou un nombre commun de rétablis ou un nombre commun de confirmés. Nous avons aussi fait ça par une normalisation autre qui est par confinement. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir quand est-ce que les pays ont commencé leur confinement, est-ce que c'était le bon moment pour le faire, et depuis le confinement, qu'est-ce que ça a apporté exactement. Donc si je retourne ici, par date de confinement, j'ai ici les décès par jour depuis que ces pays sont entrés en confinement. Les données pour le confinement ont été prises tout simplement par les affirmations publiques que ces pays ont faites. Je ne suis pas allé voir si c'était vraiment enforcé ou pas dans les pays, si les législations étaient mises ou pas. Par exemple, vous ne trouverez pas les États-Unis ici, parce que les États-Unis fonctionnent par État. Il n'y a pas de confinement globaux pour ce pays, de confinement global. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici.
est-ce que depuis le confinement, les choses vont mieux? On voit qu'en fait, depuis le confinement, tous les pays suivent à peu près la même structure, mais l'Allemagne reste quand même en dessous. J'ai ici mis la même chose par date, mais en mettant ici les points par la date d'entrée de confinement de chaque pays, pour essayer d'avoir une représentation un petit peu différente et de voir si on pouvait apprendre quelque chose d'autre. Une chose qui est importante là, si on regarde en bas, on a le décès par pays depuis le confinement, mais je n'ai mis que les 5 premiers jours pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour voir à partir de quand est-ce que les pays avaient déclenché leur confinement. On voit que la France, à partir de 149 morts, s'est dit d'accord, il faut qu'on entre en confinement. L'Allemagne l'a fait après 433 morts. Pourtant, comme on le voit au-dessus, malgré ça, l'Allemagne, qui a été plutôt en retard pour mettre ce confinement, a un nombre de décès qui reste en dessous. Du coup, ici, on peut voir que le confinement n'a pas été une mesure pertinente pour juger du taux de décès pour ce pays. Je vais revenir ici. Une autre agrégation qui est possible, c'est tout simplement l'agrégation en jours. C'est-à-dire que, de base, nous avons dans Johns Hopkins quels sont les décès totaux pour chaque pays, au total pour chaque pays. En venant ici l'agrégation en jours, on peut voir les variations. Alors regardez bien quelque chose. Si ici j'enlève les pays qui ne sont pas la France, voilà ce qu'on obtient. Pour les morts par jour, on voit que la France a eu des poussées assez énormes. Encore une fois, il ne faut pas se faire avoir. Ces données viennent des déclarations publiques des pays. La France a décidé de faire du rattrapage, par exemple, sur les morts en EHPAD. Donc tous les jours, on avait des données qui étaient là, 200, 300 morts, 400 morts, et puis on a eu des chiffres immenses qui sont apparus. Ça ne veut pas dire qu'on ait plus de morts ce jour-là, ça veut dire que ce jour-là, la France a décidé d'officialiser ces morts-là, et du coup, c'est comme ça que Johns Hopkins les a comptés. C'est le cas pour pas mal d'autres pays. Du coup, il faut être très prudent quand on regarde cette source de données. Du coup, une chose qui était importante de faire et que je n'ai pas vu dans les autres dashboards en ligne, c'était de normaliser ces données. Si vous travaillez avec la donnée, souvent vous voyez que ce genre de graphique-là, à cause de ces rattrapages, ne veut absolument rien dire et c'est absolument pas interprétable. Du coup, j'ai programmé une moyenne mobile qui permet de prendre pour un point donné les 7 derniers jours et de faire la moyenne. Donc quand on normalise, on peut se rendre un peu mieux compte de ce qui se passe en ce moment et on peut du coup voir si la France est ou pas en train d'aplatir sa courbe et si la courbe est surtout descendante. On ne peut pas vraiment juger d'une courbe descendante si on n'a pas vraiment cette normalisation. Si quelque chose baisse aujourd'hui, est-ce que la baisse va vraiment continuer ou est-ce qu'elle continue depuis ces derniers jours? Vu qu'il y a des fluctuations, c'est parfois assez dur à voir. En passant à une moyenne mobile, c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup plus facilement. D'accord? Si je regarde ici l'Espagne, on voit que sa courbe est vraiment en train de baisser et on peut du coup faire beaucoup plus confiance à ces données. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, il y avait la normalisation par décès et par confinement. Il y a aussi la normalisation par population. Donc, c'est une chose importante qui est d'essayer de comprendre le nombre de décès par rapport à la population globale. On le voit par exemple pour les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de morts, mais ils ont des centaines de millions d'habitants. Du coup, il faudrait voir si ça peut nous dire quelque chose ou pas. Donc, quand on regarde ici, oups, je vais rafraîchir, parce que j'avais ouvert tout à l'heure, du coup, je ne suis pas sûr que, que ma session n'est pas expirée. Parfait. Alors, si on regarde ici, on peut voir le top 10 des morts par million d'habitants. On normalise toujours par million d'habitants pour essayer d'avoir une vue globale. On voit que le top, c'est Saint-Martin ou Saint-Marin. Alors, la population est tellement faible au final que ça peut sembler assez logique. On voit que la Belgique, au final, si on prend les pays d'Europe avec une population un peu plus conséquente, semble être le pays le plus touché. Et du coup, on peut suivre la progression de ces décès par million d'habitants, juste ici. On peut voir que les États-Unis, effectivement, sont quand même sur une courbe ascendante par million d'habitants et que pour l'instant, elles ne semblent pas s'infléchir. Elles semblent toujours grimper. Ah, attendez, je vois que j'avais une question, effectivement, je ne l'avais pas dit, mais il y a la box de chat qui vous permet, si vous le souhaitez, de me poser une question. Je pourrais essayer d'y répondre pendant cette présentation, ou alors je le ferai à la fin. Donc, il y a une question. Une représentation en base 100 permettrait de mieux comparer l'évolution entre pays. J'imagine que vous voulez dire par voilà, ce que je suis en train de montrer ici, c'est-à-dire par million d'habitants. C'est vraiment ce qu'on prend pour montrer ce genre de choses, oui. C'est effectivement une des manières de mieux comprendre ce qui peut se passer. Donc là, on a les décès par million d'habitants, les morts par million d'habitants. Ici, on prend tout simplement une base depuis les dates. Donc, on ne prend pas
une date de normalisation. On prend vraiment toutes les dates pour essayer de comprendre où chaque pays en est. Encore une fois, je peux voir ça par rétabli ou par confirmé. Mais comme je vous l'ai expliqué au début, les chiffres de rétabli et de confirmé sont comptés différemment par pays. Alors que les nombres de morts, au final, c'est assez dur de se tromper. Il y a quand même des pays qui se trompent, hein, et on voit que c'est pour ça qu'on a du rattrapage. Mais les nombres de rétablis et de confirmés sont souvent des choses beaucoup moins intéressantes à voir à cause de ces différences par pays. On peut suivre un seul pays et voir les solutions d'un seul pays. Ça pourrait avoir du sens, et encore. Et c'est aussi pour cette raison que vous ne trouverez absolument aucun ratio dans ce tableau de bord de, je ne sais pas, mort par confirmé, mort par rétabli pour avoir un taux, parce que ces taux ne voudraient absolument rien dire. Ça induirait absolument en erreur, et du coup, ça ne nous apporterait absolument rien. Au contraire, quelqu'un qui regarderait ce tableau de bord sans avoir assez d'expérience sur le traitement de données risquerait de mal interpréter ça, de répandre ces informations, et du coup, ce n'est pas du tout ce que l'on veut. J'ai fait en sorte que ce tableau de bord soit, si possible, le plus clair possible, et qu'il n'y ait pas vraiment manière à mal interpréter certaines choses. Après, chacun peut se raconter l'histoire qu'il veut avec ce tableau de bord, mais je voulais en tout cas que les choses ne soient pas fausses si possible. D'où le manque de ratio, et c'est vraiment un choix hein, qui a été fait. Alors, du coup, qu'est-ce que ce tableau de bord nous raconte? Déjà, pour moi, c'est à vous d'interpréter ce tableau de bord. J'ai déjà passé à quelques docteurs en biologie à Marseille pour qu'ils essayent de faire un tour, et quelques data analystes pour qu'ils essaient de comprendre. Tout est accessible à covid.digdash.com. Alors, est-ce qu'on peut voir? Est-ce que le confinement est efficace? C'est très difficile à dire, comme on l'a vu. On voit que, par exemple, l'Allemagne, le confinement a l'air d'être efficace, mais en même temps, les autres pays qui ont mis en place le confinement n'ont pas du tout la même courbe. Du coup, on peut se dire qu'au final, il n'y a pas que le confinement qui est important. Il y a ce que le pays fait en termes de tests, en termes de protection de population, en termes de distanciation sociale, en termes de masques. Est-ce que le confinement seul est une donnée qui peut nous aider à comprendre? Pas forcément. Avons-nous aplati la courbe? Peut-être, ça semble être le cas pour la France. En tout cas, apparemment, on n'a pas du tout la même courbe que les États-Unis qui, elles, sont encore bien grappées. Nous, on est en train de la descendre. Du coup, par rapport aux prédictions qu'il y avait eu avant le confinement, on semble plutôt s'en être bien sorti. Avec ce tableau de bord, est-ce qu'on peut voir quel pays est en voie de s'en sortir? On peut. C'est le genre de choses qu'on peut voir. Encore une fois, c'est à nous de voir quelle histoire ce tableau de bord nous raconte, et c'est de confirmer ou d'infirmer les biais qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il faut aller dessus en disant, tiens, je veux voir si tel pays s'en sort mieux que nous, ou si la France est en train d'y arriver, et d'essayer de comparer avec les différents onglets. Il ne faut surtout pas se limiter à un seul onglet. Ben, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est vraiment un tableau de bord qui essaye de pousser les gens à réfléchir plus que donner une solution tout de suite, euh, tout en sachant qu'encore une fois, on n'a pas mis certaines informations qui pouvaient être mal interprétées. Je voudrais revenir par contre sur quelques données sur ce tableau de bord, là où il faut faire très attention. C'est sur certains pays qui semblent être plus limites que les autres, d'après Reporters sans frontières. Par exemple, on m'a déjà demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas la Chine par défaut. Si on compare la Chine à la France, voilà ce qu'on a. On voit que la Chine, dès le début, a eu des morts, une petite poussée, et s'en sort apparemment depuis. Peut-être, c'est peut-être effectivement le cas. Par contre, voilà, certains observateurs disent que ça pourrait ne pas être forcément juste, et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas le mettre dans les 6 pays phares au début qui, eux, semblent avoir des institutions publiques un peu plus crédibles que les autres. Encore une fois, chacun est libre d'ajouter les pays dont il a besoin pour faire ses propres comparaisons. Voilà, donc c'est une présentation assez rapide hein, de ce tableau de bord, comme vous le voyez. Il y a pas mal de choses, on peut retourner pas mal d'onglets pour essayer de comprendre les différents décès quotidiens qu'on peut avoir. Il y en a des moyennes mobiles. Il y a un tableau aussi par million d'habitants que je ne vous ai pas montré qui permet de suivre chaque pays pour voir quel est le top de chaque pays et voir voilà, où est-ce que chaque pays se situe en termes de morts par million d'habitants. Le mieux à faire avec ça, c'est vraiment d'y aller, voire de nous envoyer vos feedbacks, parce qu'on a déjà mis à jour quand les gens nous ont dit que voilà, il y a peut-être certaines visualisations qui seraient importantes pour eux. Et du coup, on essaie voilà, de faire en sorte que ce soit utile, en fait. C'était vraiment ça le but. Pas juste un tableau de bord en plus public qui peut exister juste pour dire, bah, tiens, on a fait le nôtre. À la base, c'était vraiment moi dans mon coin qui me suis dit, bah, tiens, je veux comprendre la situation parce que je ne la comprenais pas et que ça m'énervait et que j'essayais de suivre la télé et que la télé ne répondait pas à mes questions, que les tableaux de bord en ligne ne répondaient pas à mes questions.
Et que mes questions étaient vraiment, d'accord, je veux normaliser mes données, je veux comprendre comment un autre pays s'en sort et je veux suivre chaque jour. Comme on a vu que c'était intéressant, on s'est dit qu'on allait le mettre tout simplement en public pour voir si d'autres personnes aussi pouvaient essayer de mieux comprendre. Alors, on va commencer les questions si vous en avez, n'hésitez pas à les taper. Alors, je vois que j'en ai une. Alors, pourriez-vous nous montrer les sources de données? Ah oui, bien sûr. Alors, les sources de données sont là, tout simplement. Donc, sur GitHub, je vais revenir. Oups, ça c'est la source de données brute. C'est la source de données de Johns Hopkins, officielle. Hein. Donc, Johns Hopkins, c'est un institut, comme je l'ai dit, universitaire aux États-Unis, qui, lui, va prendre les informations de l'Organisation mondiale de la santé, qui, eux aussi, a leurs informations complètement publiques, mais vont essayer d'en rajouter peut-être d'autres. Ils vont essayer de croiser ces données avec d'autres endroits, et ils sont connus depuis des années pour avoir des données publiques, open source, et qui sont plutôt de qualité. C'est-à-dire que si leurs données sont fausses, ce n'est pas que eux font forcément des erreurs, c'est que les sources officielles dont ils prennent ces données peuvent être fausses aussi. Mais en tout cas, ils font un travail académique qui est suivi, qui est quotidien, et c'est pour ça qu'on a essayé de prendre celle-là. Cette source de données qui est la plus connue et celle qui est utilisée, si vous suivez les, les, les points presse de Donald Trump et du Dr Fauci, qui sont tous les jours vers 1h ou 2h du matin, ils citent justement les données officielles de Johns Hopkins. Donc l'État américain utilise ces données. Si vous suivez la télévision, souvent en source, il y aura marqué en bas que c'est Johns Hopkins. Donc est-ce que je peux vous les envoyer? Oui, mais après elles sont dans le tableau de bord. Si vous allez ici dans l'introduction, vous les trouverez ici, Centre universitaire Johns Hopkins, et vous pourrez vous-même les suivre et les récupérer. Donc tout est public ici. Ensuite, sait-on ce que compte chaque pays? Décès à l'hôpital, en établissement médico-social, à domicile? Non. Alors, pour la France, nous avons les données publiques de la France, d'accord? Alors ça, c'est une autre personne qui s'en est occupée, qui ont pris les données publiques hospitalisation, qui, elles, voilà, sont disponibles. Encore une fois, on peut les télécharger juste là. Vous avez le lien qui apparaît et qui permet de voir, du coup, comment ça se passe en hôpital. Par département, par région, on a les réanimations. Et là, ça peut nous donner un sens un peu plus global pour la France, déjà, pour essayer de comprendre comment ça se passe par région. Toutes les informations ne sont pas là, d'accord? On n'a pas forcément ce qui se passe à la maison. Et ici, on n'a pas du tout les EHPAD. Donc, il manque pas mal de ces informations. Moi, à la base, quand je voulais récupérer des données publiques et faire quelque chose, je voulais les données granulaires par habitant. Je voulais savoir le sexe, je voulais savoir l'âge, ce qui est quelque chose malheureusement qui n'existe pas. Même l'âge, au niveau français, n'est pas donné. Je pense qu'ils veulent tout simplement ne pas relâcher cette information pour pas que les gens fassent une mauvaise interprétation de ce qu'ils pourraient avoir. Parce que si tout d'un coup on se rend compte que seulement les personnes de plus de 50 ans sont à risque, ça risquerait de créer des mouvements de foule en disant bah, on peut sortir. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils veulent cacher ces informations. Parce qu'encore une fois, des données ne sont bonnes à interpréter que dans un contexte. Et c'est vrai que ça manque beaucoup dans un tableau de bord vide. C'est pour ça que juste regarder ça sans comprendre le contexte des pays, c'est un peu dur. Donc non, je n'ai pas les données plus précises que les décès à l'hôpital, l'établissement médico-social à domicile. Alors, autre question. Dans DigDash, quel connecteur avez-vous utilisé? Alors, c'est un lien, tout simplement. C'est un lien vers GitHub. Quand vous créez une nouvelle source de données en type CSV, vous pouvez faire au lieu de faire un lien vers un fichier, vous faites un lien URL. Et du coup, ici, vous avez les données sources qui sont là. Et ben, je copie l'URL, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, tous les jours, quand ces fichiers sont mis à jour, le tableau de bord se met à jour. Voilà. Ici, on a la cible. Voilà, ça c'est la cible brute sur laquelle DigDash se connaît. J'ai fait copier-coller du lien et c'est tout. Alors, une autre question. Alors, il utilise infos par âge sur Santé publique France. Non, exactement. C'est exactement ce que moi je cherchais parce que j'étais assez confus quand les gens disent voilà, peut-être que par âge c'est une importance, peut-être pas. Et je voulais comprendre. Et non, il n'y a aucune donnée publique, en tout cas que j'ai trouvée, et en tout cas que la France a relâché. La France n'a pas relâché ces données sur les âges qui existent. Donc là, il faudrait avoir des données privées. Peut-être que d'autres pays ont sorti ces données. Je n'en ai pas trouvé. Encore une fois, si des personnes en trouvent, je serais ravi de les étudier. Mais non, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, il nous reste encore 4 minutes. Si vous avez encore d'autres questions, peut-être, auxquelles je puisse répondre. Alors, je n'ai pas forcément montré ici, mais on a mis une navigation par continent aussi, qui vous permet de revenir directement ici, de choisir le continent plutôt que d'utiliser le fil. Si vous voulez voir voilà, où on est l'Asie, où on est l'Afrique, on peut voir directement en Europe. On est la France et essayer de comparer un petit peu mieux. La navigation n'est pas forcément très intéressante de passer par là.
vaut mieux, je pense, sélectionner ces pays ici. Essayer de comparer vraiment ce dont on a besoin. Par exemple, il y a pas mal de discussions aussi autour du Brésil. Oups. Sur comment est-ce que le Brésil s'en sort pour l'instant. Oh, je passe trop de temps dessus. Voilà, en même temps, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Très bien. Bon. Mais écoutez, si c'est tout, j'espère que cette présentation vous aura été informative pour vous. Si vous avez déjà appris quelque chose, si vous avez déjà au moins vu comment avec Digdash on peut se servir de ce genre de choses pour essayer de comprendre même des données publiques, ce qui peut souvent aider. Digdash n'est pas forcément que pour les données de votre entreprise, hein, on peut s'en servir pour pas mal de choses. Alors où est-ce qu'on en est sur le Brésil? Ouais, sur le Brésil, on a l'air d'être pour l'instant en bas. Encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment croire les données du Brésil? Je ne sais pas. Certains organismes de presse semblent dire que non. Alors, je vois une question. Comment peut-on comparer des données de mortalité alors que l'on sait que des pays ont des stratégies très différentes, même en Europe? Tests systématiques ou pas? C'est justement ça qu'on veut comparer. La mortalité est un très bon indicateur pour voir si un pays, si ce qu'un pays a mis en place ou pas est effectif ou pas. C'est pour ça qu'il y a une normalisation en fait. On normalise à partir du centième décès pour voir comment un pays s'en sort par rapport à un autre. Et c'est justement là le point. Vu que chaque pays a des stratégies différentes, on peut essayer de comprendre ici cette stratégie. Si un pays a beaucoup plus de décès, alors qu'en normalisation, on voit qu'au centième mort, on regarde au centième mort ce qui se passe, on peut voir, surtout par million d'habitants, qui a la meilleure stratégie ou pas. Après, est-ce qu'un pays a vraiment une meilleure stratégie? Il peut y avoir tellement de choses qui rentrent en compte. Ça peut être une population plus vieille, une population avec un état de santé plus dégradé. Par exemple, il y a certains analystes qui essayent d'avancer ça pour les États-Unis, que l'état de santé des habitants américains serait moins poussé, surtout parce que eux vont beaucoup moins à l'hôpital et chez le médecin à cause de leur système de santé. Du coup, ils prévoient peut-être plus de morts. Alors peut-être que leur réponse serait mieux, mais qu'à cause de leur système de santé, il y aurait plus de morts. Donc non, justement, on ne cherche le nombre de décès est extrêmement important dans ce cas-là. Ce qui permet vraiment de comparer l'état d'un pays par rapport à un autre et l'état des réponses. Alors oui, mais on ne sait pas si les gens décèdent du Covid ou d'autres choses s'ils ne sont pas testés. Effectivement, c'est un des gros biais de ce problème. C'est pour ça que j'ai pris, surtout dans les 6 pays phares, ici, comme on voit à gauche, des pays qui semblent avoir les mêmes méthodes de détection. C'est vraiment le plus gros point ici, hein, c'est comment est-ce que les pays regardent si quelqu'un est mort ou pas. Pour l'instant, tous ces pays semblent avoir à peu près la même méthode de détection, c'est-à-dire à l'hôpital, et ils commencent à rattraper les EHPAD. Donc, pour ceux qui sont morts à la maison, effectivement, ces chiffres seront sans doute mis à jour plus tard. Je pense que la France fera dans quelques mois une déclaration en disant, bah voilà, on a comparé ceux qui sont morts à la maison, ces chiffres sont plus élevés, mais les autres pays le feront aussi. Donc encore une fois, c'est pour ça que ces tableaux de bord, il ne faut jamais les prendre au pied de la lettre. Il faut essayer d'être intelligent quand on compare les chiffres. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait d'interprétation à la fin et que je dis, voilà, c'est à vous de faire votre propre interprétation avec ce que vous savez des sources de données et de comment vous le comprenez. C'est surtout ça qui est important. Après, ce tableau de bord se destine aussi à des chercheurs et des gens qui sont habitués aux données. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est là pour être pour le grand public, pour dire, allez, monsieur tout le monde peut, ou madame tout le monde peut regarder ce tableau de bord et essayer de comprendre ce qui se passe et du coup décider ou non si le confinement est bien pour lui. Non, c'est pas du tout ça le but. Hein. Vraiment, c'est plus pour essayer d'avoir une vision globale et d'essayer de réfléchir à que vaut cette donnée et comment on la compare entre les pays. Voilà, et bien écoutez, si c'est tout, je vais du coup vous remercier. Merci, on me dit que la présentation était très claire, je vous remercie. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer ou à m'envoyer directement un message hein, si vous avez des idées de choses qui ne sont pas dedans. Moi, je suis toujours content de le mettre à jour. En sachant que j'ai réalisé aussi ce tableau de bord avec l'aide de Harry Hunt, qui est un data analyst de Facebook. On a travaillé un peu ensemble une fois qu'il était fini pour voir si on pouvait modifier certaines choses, normaliser un peu mieux les données pour être sûr voilà, d'avoir une compréhension globale de tout ça. Eh bien, écoutez, bon après-midi à vous et puis à une prochaine, du coup, à un prochain webinaire. N'hésitez pas à regarder sur Digdash pour les autres webinaires disponibles. Au revoir.